Merci d'être venu. Donc, je me présente, Anouar Benzara, un architecte data. J'interviens chez des clients pour mettre en place des stratégies data autour du cloud Azure et aussi sur Databricks et sur d'autres outils. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est le Cosmos DB. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que j'ai intervenu chez un client et on a stabilisé une plateforme Cosmos DB. Donc du coup, j'aimerais vous partager, un retour d'expérience, ce que j'ai appris et ce que j'ai vu, concernant cette base de données. Alors, vous me trouvez sur, Meetup. J'anime pas mal de Meetup, à Paris. J'ai un Nugget Package dans lequel j'ai plusieurs Nugget Package qui peuvent aider, votre quotidien, principalement sur l'IA, sur du Spellbing, API, sur, du CRUD, Q&A Maker et ainsi de suite. Je vous laisse découvrir ça et si vous avez aussi des besoins chez vos clients, vous pouvez, les télécharger et commencer, à l'utiliser. Ils sont aussi customisables, ils sont pas en mode, librairie. Quand vous téléchargez les nuggets, vous pouvez aussi, voilà, l'adapter par rapport à votre besoin. Heu, Aujourd'hui, j'ai à peu près 34, nuggets package avec 28 K de téléchargement et je suis aussi actif sur une chaîne YouTube qui s'appelle Anouar Benzara. Je vous invite aussi, à s'abonner à cette chaîne parce que je partage un contenu qui est intéressant et je parle, ce dernier moment des sujets concernant l'architecture, d'analyse des données qui sont des architectures modernes. Si je parle des architectures modernes, pourquoi? Parce que j'ai écrit un livre qui est sorti en mai 2023, dans laquelle je partage des concepts, des patterns d'architecture qui permettent de vous aider à mettre en place une architecture scalable, maintenable et à grande échelle. Donc pareil, n'hésitez pas à acheter le livre, il est disponible sur Google Livres, Google Books, Amazon KDP, Leanpub. hem, Lors du dernier meet-up aussi, je vous ai parlé d'un nouveau livre que j'ai commencé à écrire lorsque j'ai pas fini mon premier livre parce que j'ai eu l'idée en écrivant un livre sur l'architecture data, comment peut-on mettre en place cette architecture, dans un monde réel? Et j'ai bossé dur pour finir ce livre-là qui a sorti, en fin octobre 2023. Donc là, je pense que j'ai une panel, de connaissances sur l'architecture et sur la mise en place des systèmes, data. Donc n'hésitez pas, là je partage ce que je sais faire et ce que j'ai acquis, et ce que j'ai appris chez mes clients. Alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est, le Cosmos DB. C'est une base de données qui est hautement disponible, scalable et maintenable. Alors, dans notre agenda d'aujourd'hui, on va découvrir c'est quoi le Cosmos DB et quelles sont les API, qui sont offertes par cette base de données-là. Comment peut-on gérer les index? Comment peut-on aussi partitionner nos, heu, nos documents? Parce que c'est très important dans le monde de NoSQL. La consistance des données, là, on va pas parler, de l'acide, du principe acide, mais c'est plutôt une autre consistance. On va découvrir ça juste après. Alors, par la suite, pour réussir un projet sur du Cosmos DB, il faut bien mettre en place un data model et je vais vous expliquer pourquoi. Par la suite, on va enchaîner par une petite démonstration et
à la fin, je vais vous montrer comment on peut monitorer une base de données Cosmos pour pouvoir bien gérer la scalabilité de nos données. Alors, le Cosmos, c'est une base de données qui est hautement distribuée, qui est scalable et qui est aussi multimodèle. Alors ça, c'est la définition qui est donnée par Microsoft en introduisant ce produit. Alors, on a, comme vous voyez dans l'écran, on a plusieurs distributions ou plusieurs API qu'on peut avoir dans cette base de données. Alors, le premier, c'est de Table API, Cassandra, SQL, MongoDB, PostgreSQL. Alors, euh, certainement, vous allez poser la question, quand est-ce que je vais utiliser telle base de données, telle API? Ben, ça dépend aussi du use case et on va détailler ça juste après. Alors, cette base de données, ses points forts, c'est qu'elle est hautement scalable et hautement distribuée. C'est-à-dire, comme vous voyez dans le schéma, si je crée ma base de données ici à Paris, par exemple, je peux aussi créer de la haute distribution, c'est-à-dire je peux créer d'autres distributions de ma base de données sur d'autres régions. Et c'est le point fort du Cosmos DB, c'est qu'elle est disponible à tout moment sur toute région géographique. Alors, une petite astuce, quand vous créez toute ressource sur Azure ou sur n'importe quel cloud provider, essayez aussi d'analyser la région sur laquelle vous allez créer votre ressource. Pourquoi? Il faut que votre ressource soit le plus proche de vos clients. Si notre client il est basé à Paris, on devrait créer notre ressource dans une région qui est France centrale, par exemple, qui est plus proche de Paris. Euh, donc, quelle API on peut choisir? Généralement, la recommandation de Microsoft, si vous partez sur un projet from scratch, partez sur API for NoSQL. Si vous avez un projet qui existe et qui tourne sur MongoDB et vous voulez migrer vers du Cosmos, parce que le Cosmos, c'est une base de données qui contient plusieurs API. Donc, au moment où vous allez créer votre ressource sur Azure, il va vous demander sur quelle API vous voulez partir. Alors, le Mongo, si on a un projet Mongo, parce que on va avoir les mêmes fonctionnalités qu'on a sur une base de données Mongo classique, et on va l'avoir aussi sur Cosmos DB. Sur du PostgreSQL aussi, ça c'est du relationnel, de l'Apache Cassandra, du Gremlin et du API for Table. Toutes ces distributions-là, c'est juste pour des projets de migration. Par exemple, pour l'API for Table, si j'ai mes bases de données, ils sont sur de Azure Table, qui sont sur de l'Azure Storage. Donc la recommandation, c'est d'aller sur l'API for Table. Si on a une base de données graphique, alors on va aller sur si on a une base de données qui est relationnelle, on va aller sur du PostgreSQL. Si on est en mode document, c'est plutôt Mongo et aussi la base de données qui est en local, c'est si c'est du Mongo aussi. Alors, on arrive à quelque chose qui est très importante pour la haute distribution de la base Cosmos DB. C'est la consistency. Consistency, c'est pas de la consistency de l'acide. C'est pas l'atomicité, isolation et durabilité. Non, c'est rien à voir. C'est par rapport à la distribution de nos données quand on va créer la base de données. Alors, il existe 5 types de consistency.
Le premier, c'est du strong, bounded, session et consistent prefix et éventuel. Alors, puisqu'on va jusque l'éventuel, on va avoir de la distribution qui est haute, mais de la disponibilité de données qui est moins haute. Et je vais expliquer ça dans les slides suivants. Alors, du strong consistency, quand est-ce qu'on va choisir ce mode-là? Si notre application elle est critique et j'ai besoin que mes données dans une région, par exemple France centrale, qui soient disponibles en US. Parce que j'ai des utilisateurs qui sont en US. Alors, le mode qui est recommandé, c'est du strong. Strong consistency. C'est-à-dire, quand j'écris dans, par exemple, West US 2, je peux lire dans West US 2, c'est la même région. Je peux écrire et je peux lire. Et aussi, je peux lire dans une autre région. C'est dans l'Ouest, Est-Ouest 2. Et l'écriture, elle est disponible, quelle que soit en écriture ou en lecture, comme le graphe montre. Alors, ça, c'est pour les applications qui sont critiques. On a besoin de la haute disponibilité de données. Je ne sais pas si on gère des commandes, par exemple comme Amazon, on va partir sur du strong. Si quelqu'un il va créer son panier à Paris et quelqu'un d'autre qui devrait vérifier ce qu'il a mis dans le panier, je ne sais pas, dans une autre région géographique, il faut que les données soient synchronisées. Et aussi, l'avantage du Cosmos, c'est low latency. C'est que quand on va accéder aux données, il nous donne une garantie d'accéder aux données d'une manière très très vite, de la haute disponibilité de données. Ça, c'est pour le strong. Et pour le bounded stateless consistency, alors si j'écris dans du West US, je peux lire dans la même région, ça c'est du classique, ça c'est garanti par la base Cosmos. Et ce qui diffère, c'est que je peux définir un délai d'une version qu'on appelle K. Et ça, on peut le voir dans le portail Azure par la suite quand on va passer à la partie démo, comment on peut le configurer. Donc, en gros, ce qu'on veut dire par là, par le bound stateless, c'est-à-dire, j'écris dans une région, je peux lire dans une autre région, mais après une petite latence. Donc, c'est pas de la haute synchronisation de données entre les régions. Le troisième type, c'est la session. La session, comment elle est définie? C'est défini par un token. Une fois le token il a expiré, les données ils seront dupliquées dans une autre session. Donc là, comme par exemple, j'ai une session A et j'ai une session B. Une fois le token il est expiré, alors je peux avoir mes données que j'ai mis dans une zone géographique A, je peux les trouver dans une zone géographique B. Alors, ça c'est pour la session et généralement ce qui est mis par défaut, parce que quand on crée une configuration Cosmos DB, Microsoft, il le choisit par défaut, c'est en mode session. Par la suite, consistence préfixe, c'est-à-dire quand je vais écrire mes données dans une zone géographique A, je peux les lire dans une zone géographique B ou C et qui ne sont pas ordonnées. C'est-à-dire, j'écris dans A, je peux lire dans C et dans B, les données ne sont pas disponibles. Donc les données ne sont pas organisées en termes de lecture, en termes d'écriture. Ça, c'est garanti quand on persiste nos données sur une zone géographique, mais quand on va lire, par rapport aux régions, ils ne sont pas organisés en mode lecture. Je précise en mode lecture. Le dernier mode, c'est le éventuel, pardon. Quand j'écris dans une zone géographique A,
Je peux trouver mes données dans une zone géographique C, même dans les mêmes géographiques A, les données qui seront disponibles, mais ils ne sont pas organisées. Par exemple, j'écris dans une Cosmos une ligne ID est égal à 1. Si je vais aller voir dans une zone géographique B, je ne peux pas trouver l'ID est égal à 1. Peut-être je trouve l'ID est égal à 10 parce que ça a été synchronisé avant. Donc l'ordre ici en écriture et en lecture par rapport à une zone géographique, il n'est pas, il n'est pas respecté. Donc ça, c'est le mode le moins cher que ça a été mis en place. Par la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est là quand on crée une ressource Cosmos DB, on va avoir nos consistency settings dans default consistency et par la suite, on va choisir du strong, du boundless, du session, du préfixe ou de l'éventuel. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, les avantages et les inconvénients et les use cases qui sont prédits pour chaque constituency. Alors, on utilise du Cosmos généralement dans des projets qui sont critiques, où j'ai besoin de la haute disponibilité de données, l'accès rapide aux données aussi, et la distribution géographique. Depuis que j'ai commencé, là, ça fait 20 minutes, je parle de la distribution géographique parce que c'est l'avantage du Cosmos, c'est la distribution, c'est la haute disponibilité de données. Et généralement, ce qu'on va gérer dans des projets, c'est la distribution, le partitioning et l'indexation. Et par la suite, le monitoring qui va venir avec. Alors, c'est utilisé dans des projets IoT. Pourquoi? Dans des projets IoT, on gère des données qui sont NoSQL. Et quand on va choisir une base de données, généralement on choisit du Cosmos parce que c'est de la haute dispo, l'accès en temps réel. Il y a des fonctionnalités par la suite que je vais vous parler de ça. C'est par exemple du Synapse Link, où on peut faire de HTTPA. C'est de l'analytics transactionnel avec un connecteur spécial qui s'appelle du Synapse Link. Et quand vos données arrivent en temps réel, on peut les afficher aussi en temps réel sur les tableaux de bord ou dans des ressources comme Synapse Analytics. Alors, c'est utilisé aussi pour le marketing et le retail. Pour tout produit de marketing, on peut le choisir. Online, pour les projets d'achat et de vente comme Amazon par exemple, et aussi pour des applications mobiles. Hem, la base de données, ça peut être le Cosmos, c'est le bon choix. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou m'écrire sur le chat, je peux vous répondre. Alors, on arrive à une notion qui est très importante sur du Cosmos DB, c'est un truc qui s'appelle RU, Request Unit. On mesure les opérations et la complexité des opérations sur du Cosmos DB en se basant sur les RU, sur les Request Unit. Les Request Unit, comme le graphe indique, comme la figure indique, c'est un pourcentage de mémoire, un pourcentage du process et de l'input-output. Donc, si on fait le mélange entre ces trois composants, on a un concept qui s'appelle RU et sur laquelle on va configurer notre base de données. Si vous travaillez sur un projet du Cosmos DB, vous parlez que d'RU parce que quand je vais créer une base de données, je vais choisir une stratégie et par la suite, je vais vous parler des stratégies qu'on peut mettre en place. En gros, une opération de lecture, c'est un RU. Et cela peut changer par rapport à l'index, par rapport aux stratégies de partitionnement et par rapport aussi à la volumétrie de mon document. Alors, puisque c'est géré en RU,
Autant que j'ai une volumétrie importante dans un conteneur qui va contenir des documents, autant que mon RU va être très élevé. Donc, pourquoi je parle de RU? Parce que c'est très important. L'RU, ça va impacter vos coûts de Cosmos. Certains clients, ils disent le Cosmos c'est cher, mais le Cosmos c'est pas cher si on sait très bien le configurer. C'est-à-dire si on attribue, si on partage nos données sur les partitionnements, on ne crée pas des partitionnements chauds et des partitionnements froids. Quand on choisit nos partitions, il faut qu'ils soient équitables en termes de charge de données et en termes aussi de charge de lecture, d'écriture et d'insert. Alors, par exemple, pour une opération de request, par exemple de 10 000, où j'ai besoin de 10 RU, request unit. Alors, les RU demandés, c'est 10 fois 10 000, j'aurai 100 000 RU que j'ai besoin pour mon document. Alors, j'ai plusieurs documents, je fais le total, et si je suis en mode dedicated database, il faut que j'ai une visibilité sur la taille de données, et là, je vais sommer tous mes RU et je vais choisir le RU idéal pour ma base de données. Alors, j'ai commencé à introduire le sujet des RU en disant que je somme, je calcule mes RU par rapport à mes opérations read, write, read, insert, update. Alors, par la suite, ces RU-là, comment ils sont gérés? C'est géré au niveau soit de la base de données. Quand je crée ma base de données, je choisis une option qui s'appelle Dedicated Throughput. Si je choisis ce mode-là, je devrais choisir mes RU. Et mes RU, pour bien scaler ma base de données, il faut bien le définir au début. Et par la suite aussi, je peux le définir en fait. Mais pour avoir une application bien sizée, qui va tenir la route, il faut bien le calculer. D'où le mode log, monitoring, c'est très important pour auditer les RU de ma base de données et pour pouvoir ajuster mes bases de données et mes containers. Alors, RU au niveau base de données, ça c'est possible. RU au niveau conteneur, ça aussi c'est possible. Euh, Pourquoi? Parce que c'est géré au niveau conteneur. Quand j'ai un conteneur qui s'appelle, je ne sais pas, par exemple télémétrie, il va avoir un RU qui est dédié pour lui et qui s'est calculé par rapport à une opération d'insert, update, et quelles sont les opérations que ça a été mentionné? Voilà, suppression, requêtage et suppression, et modification plutôt. Et comme aussi je peux avoir les 2 au niveau database sur quelques conteneurs et un niveau dedicated pour un conteneur. Ça aussi, c'est possible. On peut faire ça. Alors là, j'ai mis la règle, comment calculer les requests uniques. Par exemple, j'ai une infrastructure qui est à la base de Vcore et j'aimerais migrer ma base de données sur du Cosmos DB. La question qui se pose, combien d'RU j'ai besoin? Alors, je vous ai mis la règle ici qui est juste en bas. Alors, il faut multiplier le nombre de corps. Par exemple, je devrais migrer 12 vCore, 12 vCore. Je les multiplie par 600, 600 RU, c'est l'unité. Je divise sur 3 et je trouve le nombre d'RU que j'ai besoin pour migrer ma collection.
Ça, c'est un calcul que vous devrez le faire en migrant d'une base de données qui tourne sur du vCore vers une base de données qui est à la base de RU, sachant que sur du Cosmos, on peut faire du vCore. Alors, aussi, il y a un calculateur que vous pouvez l'utiliser pour estimer combien vous allez payer pour des opérations d'insert, update, create, delete et aussi des queries pour aller qu'on appelle des find one, des find. Et il va estimer combien vous avez besoin des rues et combien ça va coûter. Alors, en créant notre base de données, la base Cosmos, il y a deux modes possibles. C'est en mode serverless ou en mode dedicated. Si vous choisissez le mode serverless, c'est que je vais pas m'occuper des mes RU, c'est géré par mon cloud provider et il va s'adapter par rapport à mon besoin, par rapport à ma charge de travail et par rapport à mes données aussi. Alors, si je compare le provisioned et le dedicated throughput, hem, alors pour le workload provisionné, c'est-à-dire moi je veux contrôler mes flux. Je sais combien de flux j'ai. Je sais définir mes RU. Je sais configurer ma base de données. Si en mode serverless, un jour j'ai 10 gigas, j'ingère, un autre jour j'ingère 10 téras. J'ai pas une visibilité sur mes données. Donc là, je vous suggère de partir en mode serverless et par la suite, une fois que vous avez défini vos charges de travail, vous passez en mode provisionné par exemple. En mode RU, le mode provisionné, c'est-à-dire pareil, c'est calculé par seconde, par conteneur et en mode serverless, j'ai pas besoin d'un planning pour, provisionner mes RU. Ils sont déjà disponibles en mode serverless. Si j'ai besoin, j'aurai mes RU. Hem alors, la distribution pour du provisionné, c'est, illimité. On peut distribuer nos données d'une région à une autre d'une façon illimitée. En mode serverless, c'est limité à une zone géographique et c'est très important à le savoir. Vous pouvez pas scaler en mode serverless. Du stockage, en mode serverless, c'est limite 50 gigas pour un conteneur. Sinon, pour l'autre, c'est illimité. Alors, je passe à un slide suivant qui parle de l'autoscale throughput. OK, il y a une option aussi dans laquelle je peux définir mes RU et je peux activer l'option autoscale. Alors, l'autoscale, qu'est-ce qu'il va faire? Si je reçois une charge importante de données, alors il va augmenter mes RU. Alors, si ma charge baisse, il va baisser mon RU. Alors, mais avec de l'autoscale, il y a des limites que je ne devrais pas dépasser. Il y a les fameuses plus 100, plus, 10. Je ne peux pas dépasser mes 10 de mon graphe. Donc ça aussi, il faut le prendre en charge. Pourquoi je parle de ça? Parce que il faut bien définir les RU pour avoir les moins de coûts possibles. Alors, si je compare, l'autoscale et le standard throughput, pour le standard, c'est, pour les workloads, pour les flux de données qui sont déjà étudiés et pour l'autoscale, c'est que imprédictible, c'est-à-dire, je ne sais pas combien je vais recevoir de données. Donc là, je vais passer en mode autoscale. Pour les RU, en mode standard, c'est-à-dire je désigne mes nombres d'RU, précises. Pour l'autoscale, donc là, il va passer au maximum. Hem, alors pour du standard, c'est utilisé pour des applications qui sont déjà qu'on les maîtrise.
quand on sait bien les gérer. Pour l'autoscale, c'est pour les applications qu'on ne les gère pas. Je ne sais pas, comme j'expliquais tout à l'heure, pour un stream en temps réel, je reçois aujourd'hui telle quantité d'informations, le lendemain je reçois une autre volumétrie, donc j'ai besoin de l'autoscale pour bien s'adapter par rapport à mon use case. Alors, pour le débit du standard, c'est c'est limité parce que je choisis mes limites et pour l'autoscale, c'est limité, illimité. Je passe à un concept que j'ai mentionné tout à l'heure qui s'appelle le partitioning. Si je choisis mal mes partitions, il n'y a pas une solution pour choisir ma clé de partition par la suite parce que mon clé, je le choisis au moment de la création de mon conteneur. Pour un besoin de changement de clé de partitionnement, il faut faire une solution qu'on appelle du change feed pour pouvoir migrer, rendre votre collection obsolète, créer une autre collection et migrer ce que vous avez écrit dans la première. Donc c'est très important de choisir les clés de partitionnement. Quelles sont les clés ou les astuces pour choisir ce clé de partitionnement, c'est-à-dire de analyser vos données, analyser votre flux, lister l'ensemble des colonnes et essayer de comprendre les colonnes qui sont pas vides, les colonnes où on reçoit avec une charge qui est équitable à chaque fois. Parce que mon but, c'est de partitionner mes données d'une façon physique ou logique. Bon, le partitionnement physique, c'est Cosmos qui s'occupe de ça. Pour un partitionnement logique, c'est nous qu'on s'occupe de ça en créant des clés de partitionnement. Donc, il ne faut pas créer des partitionnements chauds et des partitionnements froids. Il faut avoir une charge qui est équilibrée. Par exemple, dans notre cas, c'est par exemple mon clé de partitionnement, c'est le name en se basant sur marque, par exemple. Marque, là, il me permet, sur la clé de partitionnement, le name, il me permet d'avoir des partitions qui sont identiques. Il n'y a pas une partition qui est chaude et une partition qui est froide. Là, ils ont choisi favorite color, euh, mais c'est pas équitable parce que c'est pour la deuxième partitionnement, c'est pas la même taille que la troisième. Et pareil pour la dernière. Donc, l'idée, c'est d'avoir des partitions qui sont équitables en termes de charge de données et ne pas avoir des partitions qui sont très sollicitées en écriture et des partitions qui sont très sollicitées en lecture. Il faut équilibrer entre les deux, entre l'écriture et la lecture. Le deuxième concept ou plutôt le troisième, le premier c'était le RU, un partitionnement et l'indexation. Pour du Cosmos, il y a trois types d'indexation. Si là je parle de l'API SQL, il y a trois types d'index. Le premier, c'est le range index qui se base sur du string ou du value. Le deuxième, c'est du spatial, c'est des objets géospatials. Et le dernier, c'est un composite, c'est un index qui est composé de plusieurs index. Comment choisir mes index? Il faut lister côté backend la partie qui va aller requêter au mode lecture votre Cosmos, lister toutes les requêtes et tout ce qui sont dans la clause where, il faut les indexer. Pourquoi on indexe? On indexe, c'est pour avoir des performances considérables au moment où je récupère mes données, ou quand je sorte mes données, ou quand je filtre mes données, et quand je fais des agrégations et des projections, et aussi quand je fais des join operations.
Alors, là, c'est l'exemple du range index, c'est que j'ai qu'une seule where. Ça, c'est du géospatial parce que j'ai des coordonnées. Et ça, c'est du composite parce que j'ai deux clauses, plutôt j'ai trois dans la clause where, name, age et TS, le timestamp. Par défaut, le Cosmos, il vous crée des index. Il, il y a, au moment de la configuration des index, il y a deux modes, included, excluded path. C'est que vous pouvez définir votre objet. On sait tous qu'on a un fichier qui est en JSON. Je peux définir le path dans lequel où je peux descendre. Donc ça, c'est dans l'included path. Excluded path, ok, dans mon path, je veux exclure quelques nœuds. Là, je les rajoute dans l'excluded path. Il faut que j'accélère un peu parce qu'il nous reste 20 minutes et je veux vous montrer ça sur du Cosmos, sur la base de données Cosmos DB. Alors ça, ce sont des règles des indexations. Alors, je vais pas me tarder dessus. Je vais essayer d'accélérer. Alors, on arrive à aux clés pour réussir mon projet Cosmos. C'est la modélisation de mes données. C'est comment je devrais modéliser mes données. J'ai eu deux types de modélisation de données dans du Cosmos DB, soit de l'embedded ou soit du referenced. Quand je modélise par exemple du JSON, soit je choisis le mode embedded, c'est-à-dire je mets tout dans le même JSON, ou soit je choisis le mode referenced, c'est-à-dire j'ai des éléments qui sont dans des containers et d'autres qui sont dans d'autres containers, et c'est l'exemple que je montre ici. Par exemple, euh, je devrais modéliser ce data model. J'ai une personne, j'ai une notre table contact detail et contact detail type et adresse. Alors, il y en a des gens qui vont le modéliser comme le premier graphe, tout dans le même JSON. Il y en a d'autres qui vont choisir du referenced. Je crée mon objet personne, et je crée mon objet contact detail, je crée mon objet adresse. Et par la suite, je vais gérer mes relations. Si j'ai des relations N à N, je devrais gérer aussi les linked tables, et ainsi de suite. Donc, je devrais aussi gérer mes clés et mes folding keys. Comment mes clés transitent entre les tables, entre les objets. Comment choisir entre l'un ou l'autre? Alors, l'embedded, c'est dans le même conteneur, le même format JSON, c'est que j'ai très peu des relations entre les objets. C'est-à-dire, je connais par exemple pour une personne, je connais qui va changer dans sa vie 10 fois son adresse domicile. Ça, c'est du maîtrisé. Je maîtrise l'information. Je ne vais pas déborder mes limites parce que chaque conteneur, il permet de stocker 2 mégabytes de, de, de données. Donc, il faut prévoir cette limite-là pour ne pas dépasser. Donc, plutôt, si, par exemple, pour un utilisateur, il fait des transactions avec son compte bancaire et il va faire plusieurs dans sa vie. Donc là, je vais choisir le mode référencide parce que mes transactions, ils sont infinis. Je peux créer plusieurs transactions. Je ne fais pas l'embedded dans un seul document parce que je vais dépasser mes limites du conteneur. Si mes données aussi qui changent rarement, c'est le mode embedded. Si mes données ils sont pas exponentiels, c'est de l'embedded. Si j'ai mes données qui se représentent d'une manière N, plusieurs utilisateurs, ils utilisent plusieurs, par exemple, une voiture, c'est utilisé par plusieurs clients.
et une voiture peut appartenir, je ne sais pas, à plusieurs concessionnaires. Donc là, une relation many to many, c'est, ce que je vous conseille de faire, c'est de la dénormalisation. C'est que vous créez 2 objets JSON, un pour, véhicule et l'autre pour passager, parce qu'on va avoir des relations N à N. Si aussi nos données ils grimpent d'une manière exponentielle, aussi c'est de la referenced. L'embedded, il va pas résoudre vos problèmes. Alors, on passe à la partie démo. Déjà, il nous reste 15 minutes. Alors, là, je suis sur ma souscription, sur mon portail Azure. Si, je ne sais pas si vous connaissez l'Azure. Si vous connaissez pas, là, il vous manque quelques prérequis. J'ai ma souscription. Dans ma souscription, j'ai préparé ma démo. J'ai créé une ressource groupe que j'ai appelée Meetup. Alors, ressource groupe. Voilà, j'ai créé une ressource groupe qui s'appelle Meetup et dedans, j'ai créé un ADF pour aller requêter des données, les remplir dans une Cosmos DB. Alors, sur mon compte ADF, je vous montre ma pipeline. Alors, j'ai pas sauvegardé la pipeline, mais on peut, on peut le faire. Alors, je crée ma pipeline, nouvelle pipeline, P1. Par la suite, ce que je vais faire, c'est je vais créer une activité de copie CP Web Service. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un REST API. Hop, continuer. Nouveau Linked Services. C'est du REST. Alors, de l'Anonymous. Je ne sais pas si j'ai gardé test API line. Line to do par exemple. Alors, ça, c'est un to-do one. Hop, ça, c'est la liste de to-do. Je vais prendre l'URL. Hop, je vais le mettre ici. Je vais tester. Super, créer. Et créer. Et dans le signe, dans la destination, je vais mettre du Cosmos for de nos SQL suivant. Hop. Alors, il faut que je passe vous montrer sur du Cosmos comment j'ai créé, ou je vous montre comment créer déjà, c'est très important pour que vous sachiez quelles sont les options que vous aurez au moment de la création. Dans Meetup, j'ai créé une Cosmos. Cosmos DB. Créer. Et créer la Cosmos. Et là, j'ai l'ensemble des API qu'on a parlé dans le premier slide. C'est là où je devrais gérer sur quelle distribution de Cosmos je vais partir. Donc, dans notre cas, c'est du NoSQL. Alors là, je choisis ma ressource groupe.
c'est l'account, par exemple, Cosmos Comet Meetup. Alors, c'est l'option où j'ai parlé tout à l'heure, soit en mode serverless, soit en mode dedicated provisioned throughput. Alors, pour le serverless, c'est qu'on ne connaît pas les flux, on ne connaît pas la charge de la base de données, c'est totalement géré par Azure. En mode provisionné, c'est-à-dire c'est nous qu'on devrait choisir combien de DRU pour notre solution. Alors, ça c'est la distribution des données, quand on a parlé tout à l'heure. Donc là, il faut qu'on active la geo-redundancy et multi-write region. Gérer aussi si vous avez des private networks. Et gérer aussi la backup policy s'il y a des services managés. Et par la suite, vous créez la ressource Cosmos. Euh, Moi, je ne vais pas créer parce que j'ai une ressource Cosmos qui est déjà configurée. Alors là, c'est l'interface quand vous allez rentrer dans votre ressource Cosmos DB. Alors, il y a la default consistency, c'est les deuxièmes slides que j'ai montré, c'est sur quelle consistency je devrais partir ou je voulais partir. Par la suite aussi, il y a un truc, un feature qui est important, c'est les futures. C'est là où j'active ou désactive des futures qui sont offertes par des API, par des distributions. C'est pas les mêmes qui sont fournis dans euh, du Cosmos NoSQL, c'est pas les mêmes que sont dans du MongoDB, par exemple. Alors là, ce que j'ai fait, c'était, par exemple, la diagnostic full text query, ça a été désactivé. C'est moi qui l'ai activé pour pouvoir remonter mes logs dans un log analytics, par exemple. Ça, c'est une autre option aussi qui est très utile, euh, que je recommande aussi de l'activer, qui est toujours en preview. C'est pour masquer la complexité fonctionnelle de vos requêtes. C'est-à-dire, vous créez des tables qui sont matérialisées ou des vues qui sont matérialisées et pour faire une abstraction de la complexité, par exemple, des requêtes entre les tables. Si je suis dans le mode de modeling qui est referenced, je vous conseille d'aller sur du Materialized View. Pourquoi? Parce que vous créez vos relations dans des vues et qui seront persistantes. Vous aurez votre vue métier qui est déjà prête. Sachant que aussi, derrière, il y a de la RU et de la persistance. De partition merge pour dire que je laisse pas mes données seront partitionnées par défaut. C'est là où j'interviens pour bien gérer mes partitions d'une manière logique. Parce que c'est Cosmos qui gère les partitions qui sont physiques. Et pour la partie logique, je peux dire Cosmos, s'il y a une partition qui est très petite par rapport à une partition qui est chaude, c'est lui qui va s'organiser pour partitionner et pour gérer mes partitions. La burst capacity, elle est utile quand on a des montées de charge. Par exemple, j'ai une nuit applicative dans laquelle je devrais ingérer toutes mes données. Euh, j'ai pas besoin d'activer, par exemple, l'autoscale. Je peux laisser mes ressources telles qu'elles sont et j'active l'option Burst Capacity qui coûte rien. Et quelle est l'utilité de cette option? C'est qu'il fonctionne avec une dette technique. C'est qu'il va cumuler vos RU que vous n'étaient pas utilisés dans une slot de 5 minutes. Il va les utiliser
Par la suite, pour une slot de 5 minutes, c'est pour ça que vous allez pas les payer, parce que c'est déjà payé, qui sont pas utilisés dans une slot antérieure qui est de 5 minutes. Et aussi, il y a d'autres options que je connais pas tous. Moi, je connais ces 4 options que j'ai utilisées dans des projets, mais les autres, je les connais pas. Alors, par la suite, j'aimerais aller explorer mes données. Donc là, je rentre sur Data Explorer. Dans Data Explorer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une base de données, Create a New Database, et que j'ai appelé Comet. Et dans ma base de données, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut définir la scalabilité au niveau database ou au niveau conteneur, ou les deux. Donc là, je peux mettre de l'autoscale avec de les rues qui sont 1000 rues, et je crée mon conteneur. Alors, mon conteneur, je l'ai appelé to-do en se référant à mes sources, à mon JSON. Et par la suite, j'ai créé mon conteneur, sachant que là, je peux créer des hiérarchies de partitionnement. Par exemple, j'ai un objet, je vais partitionner l'objet, et par la suite, j'aimerais partitionner un autre fil dans l'objet. Et vous aurez que 3 niveaux de hiérarchie. Vous pouvez ici le définir, rajouter, rajouter. Donc là, comme vous voyez, par exemple, le tenant, user, session. Et par la suite, si j'ai besoin d'aller requêter ça dans de Synapse Analytics pour faire de l'analytique et du transactionnel, je peux activer l'option Synapse Link. Et par la suite, je crée ma base de données et mon conteneur. Et si je veux créer un autre conteneur, je peux create a new, pas j'ai ma base de données, je définis mon conteneur et mes clés de partitionnement. C'est très important de définir les clés de partitionnement au début parce que par la suite, vous ne pouvez pas changer. Il vous faut du change feed. Alors, par la suite, je suis sorti de la ressource. Hop. Moi, j'ai choisi un clé de partitionnement qui s'appelle ID. Hop. Là, c'est l'ensemble de mes données en se basant sur l'ID. C'est mon clé de partitionnement qui est ici. Alors, là, je peux faire des requêtes select, éditer mon filtre, where, par exemple, je ne sais pas, ID est égal à 3, est égal à 50. Celui-là, apply filter. Voilà, je peux filtrer sur mes données. Si vous êtes sur du Mongo, vous pouvez utiliser un Studio 3T. C'est très utile et aussi pour avoir les query metrics, pour avoir une idée combien ça coûte une requête en allant requêter un conteneur. Alors là, je suis rentré dans la configuration euh, du, euh, du conteneur et là, je vais aller sur de l'indexation. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, par défaut, il crée included path. Là, il a tout indexé et c'est pas une bonne pratique. Et il a exclu le tag. C'est une colonne système qui est créée pour taguer chaque ligne d'une partition. C'est du Cosmos qui gère ça. Alors, moi, par exemple, dans mes requêtes, je filtre plutôt sur des user ID. Donc là, dans le path, je mets user ID. User ID et j'enregistre. Comme ça, j'optimise mes requêtes et j'aurai mes données dans des temps qui sont raisonnables. Donc là, je peux créer des triggers, je peux définir des fonctions, des procédures stockées et ainsi de suite. Alors, je suis allé très vite, j'ai rempli cette collection à partir de l'ADF. Donc, dans ma destination, j'ai mis mon conteneur. Hop, OK.
et par la suite, j'exécute quel que soit en mode trigger ou en mode debug, et c'est là où j'ai rempli mes données que j'ai récupérées à partir de la source. Voilà mes données que j'ai récupérées à partir de la source. Alors, on passe par la suite à la partie monitoring. Monitoring sur du Cosmos. Alors, j'ai des monitoring dans l'Insight. Malheureusement, j'ai pas interagi avec ma base de données, j'ai pas créé des requêtes pour aller requêter et pour aller insérer dans du Cosmos. On est allé très vite. Sinon, dans les insights, j'aurai une visibilité sur le nombre total de RU. Bah là, parce que tout à l'heure, j'ai exécuté une requête where sur une ID. C'est pour cela voilà, j'ai total request unit de mes index pour savoir si mes index, ils ont bien optimisé mon stockage ou non. Alors, les erreurs 429, c'est très important dans le mode de Cosmos. Les erreurs de 429, c'est que j'aimerais écrire dans du Cosmos, mais j'arrive pas à écrire parce que mes RU, ils me permettent pas. Ils sont déjà saturés. J'ai plus de RU qui sont disponibles pour pouvoir écrire. Donc là, je perds mes données. Donc pour cela, le monitoring, il est très important pour ne pas avoir du 429. Bon, si j'aurais du 429, c'est pas, c'est pas assez gênant, mais il y a une limite, je pense, de 5% de mes requêtes que je tolère en mode de 429 parce que du Cosmos, derrière, son moteur, il va gérer du retry. Retry write pour pouvoir réécrire mes requêtes qui ne trouve pas dans une slot donnée de la rue qui est disponible. Alors, là, c'est dans le range de dernier 4 heures. Je peux choisir ma base de données et je peux me vocaliser sur une collection bien définie qui est par exemple le to-do. Donc là, j'ai tous les métriques. Donc là, je peux mesurer le throughput, les imports et le throughput, c'est les request unit, une vision qui est détaillée. Alors, ça c'est pour les requests, stockage des index, et mon conteneur, il est disponible à 100%. Je peux recevoir mes données comme je veux. Je n'aurai pas une panne ou une défaillance de système. Latency, ça c'est pour le temps d'écriture de données et la récupération de données. L'important, il faut que vous regardez ici, dans cet écran-là, s'il n'y a pas des 429, et si mes request units ils sont équitables par rapport à ce que j'ai configuré. Par exemple, j'ai configuré un 1000 et par la suite, là, j'ai dépassé les 1000. Donc, c'est pas, il y a un souci de configuration. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'était rapide. Même si j'ai prévu de vous montrer plus que ça, mais on atteint l'heure. Euh, je te laisse, Louis, euh, clôturer l'événement. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. C'est vraiment euh, très bénéfique pour moi pour vous parler, pour partager, parce que c'est très important les retours d'expérience. Parce que moi, j'ai vu dans des contextes réels, des projets, des situations. Et c'est très important qu'on partage pour avoir des meilleures plateformes de data. Euh, je te laisse, Louis, intervenir et pour clôturer l'événement. Parfait. Bah, merci beaucoup, Anouar. Comme j'ai dit dans le chat, le replay sera envoyé à tous les inscrits et il sera également publié sur la chaîne YouTube de Comet. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé, aux personnes qui vont regarder le replay.